Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, que ce soit sur ma chaîne YouTube ou dans ce live Facebook. La chaîne YouTube, c'est pour celles et ceux qui ne peuvent pas être présents en direct et qui verront du coup le replay avec un petit peu de décalage. Aujourd'hui, je réponds à la question d'Étienne qui me demande quand débute vraiment la conception fonctionnelle. Donc, qui dit conception fonctionnelle dit projet de système d'information, en tout cas solution de système d'information. Donc on parle bien aujourd'hui de business analyst en système d'information. C'est vrai que c'est très souvent des thématiques autour des projets de système d'information parce que 80% des analystes métiers travaillent dans ce contexte-là. Je suis navrée pour celles et ceux du coup qui sont plutôt business analystes métier gouvernance, mais c'est vrai que souvent c'est des sujets récurrents sur les projets informatiques. Donc, la question, à quel moment débute vraiment la conception fonctionnelle? Qu'est-ce qu'on a comme notion principale? On a la notion du quand, c'est-à-dire la notion de planning. Et qui dit planning dit gestion de projet, tout simplement. Là, en fait, c'est vraiment un sujet qui est lié au positionnement de l'activité phare du business analyst, qu'on appelle la conception fonctionnelle, au sein de, alors soit un projet de système d'information, soit au sein du cycle de vie d'une solution, parce que même en maintenance évolutive et corrective, c'est-à-dire une fois que la solution elle a été développée et mise en production et qu'elle est utilisée par les utilisateurs finaux, les clients finaux, il y a une phase après de maintenance évolutive et corrective qui va s'étaler jusqu'à l'obsolescence de la solution. Et bien même pendant cette phase, vous avez de la gestion de projet, ça s'appelle aussi comme ça. Certaines maintenances évolutives et correctives vont être en mode agile, vont suivre une approche agile, et d'autres vont suivre un cycle en V, ces sortes de mini-projets à chaque fois qu'il y a une demande d'évolution ou de correction. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, si vous regardez sur YouTube plus tard, ou à ma page Facebook, n'hésitez pas à vous abonner pour être notifié des nouveaux, toutes les informations que je donne gratuitement tous les jours sur Facebook de toute manière, et sur YouTube un petit peu moins fréquemment, mais vous en avez quand même pas mal de fois dans la semaine également, via l'onglet communauté. Vous pouvez aussi vous inscrire à ma newsletter sur mon blog pour être informé tous les 15 jours des derniers articles, vidéos, des événements autour de la business analyse et bien d'autres choses. Donc c'est des informations qui vous permettent de faire de la veille informationnelle assez facilement puisque c'est moi qui fais le boulot pour vous. Voilà, et puis merci également de liker. Je vous le dis dès le début, voilà, liker, partager, ça, c'est malheureusement une obligation que j'ai de vous le demander. J'aime pas ça, mais sinon Google me reconnaît pas, Facebook non plus, YouTube non plus, et donc toutes les vidéos, tout le travail que je fais, c'est vu uniquement par ceux qui viennent me chercher. Et moi, ce que j'essaye de faire, c'est de toucher un maximum de personnes, que ce soit des recruteurs, des entreprises, et évidemment des business analysts en poste ou en reconversion. Voilà, donc je termine cette introduction parce que je la dis à chaque fois d'abord, et puis c'est pas le plus important aujourd'hui. Le plus important, c'est de répondre à cette question, à quel moment débute vraiment la conception fonctionnelle. Alors je vais, comme d'habitude, faire un plan. La première partie va être consacrée à des rappels ou pas, pour celles et ceux qui découvrent, en tout cas des rappels pour moi et pour certains d'entre vous sur la business analyse dans le cycle de vie d'une solution logicielle. Donc très rapidement, quelles sont les phases où le business analyst en système d'information est sollicité sur le cycle de vie d'une solution logicielle, que ce soit avant le début du projet, pendant le projet et pendant la phase de maintenance évolutive et corrective. En deuxième partie, je vais donc vous parler des différentes méthodologies de gestion de projet informatique, puisque dans la question, encore une fois, on parle du quand, on parle de planification, et donc on parle de gestion de projet. Et pour y répondre, je suis obligée de vous expliquer quelles sont les différentes méthodologies de gestion de projet, sinon vous n'allez pas comprendre ma réponse. Et puis donc, en troisième partie, je vais répondre à la question en rappelant rapidement, mais alors vraiment très rapidement, ce qu'est la conception fonctionnelle, et du coup en vous expliquant selon les méthodes de gestion de projet à quel moment commence la conception fonctionnelle. Voilà, j'espère que le plan est clair. Alors première chose, petit rappel de l'analyse métier, la business analyse dans le cycle de vie d'une solution logicielle. Un logiciel informatique, en fait, il va être conçu, mais avant d'être conçu, il y aura toute une phase avant-projet où on va réfléchir à l'intérêt de lancer un projet, justement, pour répondre à un besoin métier. Donc c'est toute cette phase d'avant-projet où va être sollicité également le business analyst. Alors souvent, c'est des profils plutôt expérimentés, bien sûr. Ça va être tout ce qui est activité d'études d'opportunité ou études de faisabilité, c'est pareil. Business case pour l'analyse de rentabilité.
Donc toute cette partie-là, le but, c'est vraiment, quand on est analyste métier, de comprendre la vision stratégique du client, de comprendre ses besoins métiers qui conduisent au fait qu'il a dans l'idée de lancer un projet. Donc après cette étape-là, on va dire OK pour lancer ou pas le projet de système d'information. Si on fait un go projet, on va mettre une enveloppe budgétaire sur la table, on va constituer une équipe projet, il y aura un chef de projet, il y aura en tout cas peu importe la méthode de gestion de projet, en tout cas, on va lancer le projet avec un budget, des délais et un périmètre fonctionnel à atteindre. Ensuite, on a toute la phase de projet. Et pendant la phase du projet, c'est là qu'il y a des méthodes de gestion de projet que je vais vous expliquer en deuxième partie, qui vont faire que le périmètre dont va s'occuper le business analyst et l'équipe projet technique, également le timing de la planification, et puis évidemment le budget qui va être adossé à ce périmètre-là et à ce timing, tout ça va être étalé sur un certain temps. Il y aura plusieurs étapes sur lesquelles va intervenir le business analyst. Ces étapes sur lesquelles et ces activités sur lesquelles il intervient, le business analyst, c'est tout ce qui est analyse, donc analyse préliminaire, tout ce qui est initialisation, gouvernance, préparation de l'ingénierie des exigences. Une fois qu'il aura fait toutes les analyses, sachant que évidemment il aura également identifié les besoins métiers, et les aura analysés également, une fois que ça sera fait, on pourra passer à la conception fonctionnelle, c'est-à-dire on a compris le besoin, on a compris la vision stratégique et de quelle manière la solution de système d'information va pouvoir y répondre avec des fonctionnalités qu'on appelle également exigences fonctionnelles et des caractéristiques, le comment va se comporter le logiciel, qu'on appelle exigences non fonctionnelles. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la conception fonctionnelle, mais j'y reviendrai un petit peu plus loin, un peu plus en détail. Une fois que la conception est faite au niveau fonctionnel pur, on va passer à la conception technique. Alors, architecture, d'abord l'architecture technique du logiciel ou du système d'information cible, ensuite l'architecture technique. Ensuite, on va faire donc tout ce qui est conception vraiment technique. Ça, c'est vraiment l'équipe de développeurs qui va s'en occuper. Une fois que ça c'est fait, on passe à la phase de développement. Donc là, le business analyst, il n'intervient pas. C'est l'équipe technique qui prend tout ça en charge. Donc après, le développement pur, les tests unitaires, il y a toute une phase de test dans lequel revient le business analyst ou les tests métiers. Également la phase d'acceptance utilisateur qui est à la fin pour vérifier que le logiciel, dans le contexte réel d'utilisation, il est pertinent, il répond et est satisfait aux besoins métiers. Et une fois que tout le monde est content, là, on va lancer en production le logiciel, le système d'information, et ça va être mis à disposition des utilisateurs, des clients finaux. Il y aura également une partie sur laquelle va intervenir le business analyst en termes par exemple de formation, d'accompagnement, de conduite du changement, etc. Et puis il y a aussi toute cette partie-là, l'équipe technique est à fond la caisse parce que tout doit fonctionner techniquement parlant, au niveau de l'infrastructure également. Donc c'est un moment quand même très délicat, le fameux Go Live, c'est vraiment le moment très très délicat où on passe du projet au mode run, au mode production, où là les utilisateurs ils vont utiliser effectivement le logiciel et là on va se rendre compte si ça fonctionne bien ou alors s'il y a plein de bugs dans tous les sens. Une fois que ce projet est terminé, il y a encore une phase qu'on appelle la phase de garantie, où l'équipe projet reste encore à disposition du client, interne ou externe, en tout cas du client, des utilisateurs, pour ajuster tout ce qu'on n'a pas vu en phase de test ou auparavant. Et après, une fois que cette phase de garantie s'est terminée, on a la phase de maintenance évolutive et corrective qui va permettre tout simplement de faire évoluer la solution informatique en fonction de la vraie vie de l'entreprise, des utilisateurs, puisque la solution, elle va potentiellement durer pas mal d'années et lorsqu'elle va être obsolète tout à la fin, entre-temps, entre ce long de cette période-là, il y aura des évolutions métiers, il y aura des bugs qu'on n'aura pas vus avant parce que ça concerne des cas aux limites, exceptionnels qu'on ne rencontre jamais, mais qu'on rencontrera une fois de temps en temps. Et donc voilà, donc là, pendant cette phase de maintenance évolutive et corrective, il y a une autre équipe en général qui est à disposition pour répondre en fait à tous ces besoins de maintenance. Et il y aura également une gestion de projet, malgré tout, qui sera réalisée pendant cette phase de maintenance évolutive et corrective. Donc quand je parle de gestion de projet ou de méthode de gestion de projet, c'est évidemment pendant la phase de gestion de projet, mais également pendant la phase de maintenance évolutive et corrective. Donc là, c'était vraiment les rappels
vraiment succincte de la business analyse, comment elle intervient sur un cycle de vie d'une solution. Alors maintenant, en deuxième partie, les différentes méthodologies de gestion de projet. Quand on est business analyst, je le répète souvent, on est au carrefour de plusieurs disciplines. On est au carrefour des disciplines purement métiers. Donc si vous travaillez dans un secteur en particulier, donc moi je dis souvent dans l'aéronautique parce que j'ai travaillé dedans, mais également dans tout ce qui est maritime, je travaille dedans également, les croisières, également tout ce qui est autoroutier ou industriel, ou les services, les banques, assurances, peu importe le secteur. Ça c'est ce qu'on appelle le métier. Le métier ça peut être également ressources humaines, commerciales, comptabilité. Donc ça c'est les métiers entre guillemets de l'entreprise. Les métiers classiques qu'on trouve dans toutes les entreprises, quel que soit finalement le secteur d'activité. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le métier. Business analyst en système d'information, c'est à la fois avoir un pied dans ce métier, comprendre, et à la fois comprendre les besoins techniques, les besoins des développeurs, donc au niveau purement informatique. Et puis, en dehors de la technique et le métier, il y a la partie gestion de projet. Parce qu'en tant que business analyst, on ne travaille pas du tout pareil selon la gestion de projet qui est réalisée sur le projet ou la maintenance évolutive et corrective. Alors, si vous ne connaissez pas du tout ça, je vous engage à vous former un minimum pour comprendre. Il faut simplement comprendre que depuis que l'informatique existe, on a eu plusieurs modèles conceptuels de gestion de projet qui ont vu le jour. Et à chaque fois, le modèle plus récent, il corrigeait les défauts des modèles précédents. Historiquement, les modèles traditionnels, c'est ce qu'on appelle le modèle en cascade, le waterfall en anglais. Ça, c'est le tout premier. Il venait du monde du secteur des BTP. Après, il a été corrigé par un modèle qu'on appelle le cycle en V dans les années 1980. Donc ça, ces modèles-là, en cascade et cycle en V, c'est ce qu'on appelle les modèles traditionnels. Ils permettaient en fait de construire un système d'information d'un seul bloc, d'un seul tenant. Et en fait, le problème de tout ça, c'est qu'on avait le résultat de toutes les analyses, des conceptions, du code à la fin du projet, potentiellement plusieurs années après, ou 1 an ou 2 ans après, ou voire plus. Et en fait, les utilisateurs, ils se rendaient compte des problèmes d'utilisation du logiciel très très tardivement. Et puis, entre-temps, en plus, potentiellement, ils avaient eu des évolutions métiers qui faisaient que leurs besoins d'origine n'étaient plus pertinents. Donc, c'est ce modèle de gestion de projet. Il a été amélioré ensuite par des modèles incrémentaux et itératifs, un autre modèle qu'on appelle le modèle en spirale, et puis à partir des années 2000, les approches agiles ont vu le jour, et en fait au sein des approches agiles, vous en avez plein en fait. Vous avez Scrum qui est la plus connue, Safe, Extreme Programming, il y en a vraiment un certain nombre. On va dire que la plus connue, la plus répandue, c'est Scrum. Donc souvent, en fait, moi, quand je parle d'approche agile, je me base sur Scrum parce que souvent les autres, on va dire, sont inspirés aussi un petit peu de Scrum. Mais bien entendu, il faut que vous appreniez, si vous travaillez en Safe, typiquement, il faut que vous appreniez qu'est-ce que c'est que la gestion de projet en Safe, par exemple, ou Extreme Programming. Le business analyst, encore une fois, il ne travaille pas pareil en cycle en V. S'il travaille sur Scrum, même pas du tout pareil, quoi, vraiment très très différent. Donc, pour que vous compreniez quand on commence la conception fonctionnelle, il faut que vous compreniez d'abord comment s'articule la gestion de votre projet. C'est pas à vous, business analyst, de mettre en place la gestion de projet, bien entendu, c'est au chef de projet. Mais il faut que vous compreniez à quel moment vous allez intervenir parce que vous n'allez pas livrer les mêmes choses, vous n'allez pas faire la conception fonctionnelle de la même manière, ni dans le même périmètre, ni dans le même timing. Et donc là, je vais vous expliquer très rapidement. Alors, cycle en V en cascade, grosso modo, vous avez des étapes qui se suivent les unes après les autres et une fois qu'une étape est terminée, on ne revient plus dessus. C'est validé par tout le monde, par toutes les parties, le client, la maîtrise d'ouvrage donc, et la maîtrise d'œuvre, le réalisateur. Et donc c'est validé, tamponné, tac, c'est bon, et on passe à la phase suivante. On fait quelles sont ces étapes? Vous avez toute la partie compréhension des besoins métiers, analyse. Donc là, le business analyst est à fond dedans. Ensuite, ça, une fois que tout le monde est d'accord, on valide, le client, la maîtrise d'œuvre valide que tout le monde a bien compris, et on passe à la conception fonctionnelle. Alors, conception fonctionnelle, là encore, c'est le domaine du business analyst.
Sachant que dans la conception fonctionnelle, vous avez les fameuses spécifications fonctionnelles générales et détaillées, puisque conception fonctionnelle, en réalité, il y a deux phases. Il y a la conception fonctionnelle générale et la conception fonctionnelle détaillée. Je ne vais pas plus dedans parce que c'est trop long et j'aurai pas le temps de répondre à la question. J'ai fait pas mal d'articles dessus et de vidéos, et donc je vous invite à regarder en détail. Donc ça, c'est la conception fonctionnelle, et vous voyez, elle suit quoi? Elle suit finalement la compréhension des besoins métiers et des analyses. Une fois que la conception est terminée, fonctionnelle est terminée, j'en ai parlé tout à l'heure, vous avez la conception technique et architecturale, le développement purement technique de la solution, les tests, le déploiement, le fameux Go Live où on lance en production le logiciel, et après toute la maintenance, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Donc ça, c'est le cycle en V et en cascade qui, grosso modo, répond à peu près à ce schéma-là. Encore une fois qu'une phase est terminée, on ne revient plus en arrière. Et même s'il y a un nouveau besoin qui émerge, ça doit faire l'objet d'avenants, par exemple. En tout cas, on ne peut pas en tenir compte. Le modèle incrémental, qui est donc un autre modèle de gestion de projet, vous reprenez ce que je viens de vous expliquer avec le cycle en V et en cascade, sauf que c'est une combinaison avec des approches itératives et linéaires. Ça veut dire quoi? Que le logiciel, si on considère qu'il est trop gros, il est vraiment énorme, on va le découper en lots, qu'on appelle aussi des incréments. Donc plutôt que d'avoir un seul projet qui va tout développer, tout concevoir, vous allez le découper en plusieurs projets, sous-projets entre guillemets, qu'on appelle des incréments. Ces incréments sont normalement les plus indépendants les uns des autres, mais bien entendu, les plus indépendants, ça ne veut pas dire qu'ils le sont totalement, il y a souvent des passerelles, des interconnexions entre eux. Et en fait, c'est ce modèle incrémental, avant qu'on commence à lancer les recueils des besoins métiers pour chaque incrément, les analyses et la conception et le développement pour chaque incrément, chaque morceau de ce logiciel, il y aura toute une phase commune qui va être tout ce qui est pré-projet, donc étude de faisabilité, d'opportunité, mise en place de la gouvernance du projet, parce que forcément, chaque incrément est peut-être plus ou moins indépendant, mais il faut qu'à un moment donné, on puisse gérer l'intégralité du projet. Et en fait, ils n'avancent pas forcément de la même manière, ni au même rythme. Donc il faut toute une phase de gouvernance, en fait, pour avoir une vision globale du projet. Donc ça, c'est une phase au début du projet. Et une fois que cette phase-là, elle est réalisée, c'est là qu'on va lancer chaque incrément, qui, encore une fois, ne se lanceront pas tous au même moment. Certains commenceront, je dis n'importe quoi, là maintenant, au mois de mai, et d'autres vont commencer peut-être au mois d'octobre. D'autres entre deux. Il y en a certains qui auront une certaine durée, une certaine densité en termes d'informations et de logiciels à produire, et d'autres qui seront un peu plus light, un peu plus faciles, un peu moins complexes. Voilà, donc ça c'est le modèle incrémental. C'est des sortes de mini cascades, de mini waterfall qui sont gérées de manière itérative, puisque là par contre, on peut revenir dans la phase précédente. C'est-à-dire que si vous avez fait de la conception fonctionnelle et que vous vous rendez compte que il manque des besoins métiers, c'est pas assez abouti, vous pouvez revenir à la phase précédente d'analyse des besoins métiers pour améliorer un petit peu vos inputs, et puis revenir après à la conception fonctionnelle pour compléter cette conception fonctionnelle avec vos nouveaux données entrantes. De même, si vous êtes en phase de développement logiciel et que vous vous rendez compte qu'il y a des trous dans la raquette, vous pouvez revenir en arrière sur la conception fonctionnelle pour remplir ces trous dans la raquette, ce qu'on ne peut pas faire en cycle et en V en cascade. Tout à la fin, on livre l'incrément en question, et puis il y a toute une phase qu'on appelle d'intégration pour s'assurer que chaque incrément il s'implémente bien avec les autres. Voilà, que c'est intégré, tous les modules sont intégrés bien correctement les uns avec les autres. Le modèle en spirale est un autre modèle de gestion de projet. Alors là, c'est une combinaison également des modèles précédents. Par contre, c'est un modèle qui est focalisé sur la gestion des risques. Donc ça, c'est pour vraiment des projets qui sont considérés comme très risqués. Grosso modo, ça ressemble, si vous regardez un peu sur internet, le modèle en spirale, ça ressemble à une spirale, à un escargot, à une coquille d'escargot en gros. Vous commencez toujours par déterminer les objectifs et les contributeurs. Ensuite, vous allez identifier, identifier les risques et voir comment les réduire. Après, vous aurez une phase de tout ce qui est conception, prototype et conception en elle-même, une phase de développement et de test, et la planification de l'itération suivante, progressivement jusqu'à arriver au bout en fait du projet, qui est incrémental itératif, mais basé sur l'identification des objectifs pour chaque étape et des risques.
spécifiques à chacune des étapes. À la fin de chaque cycle, en fait, on fait un bilan, le bilan de ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, et on replanifie le prochain cycle, du coup, en ajustant éventuellement les objectifs, les risques, etc. Donc ça, c'est un autre modèle. Ensuite, vous avez les approches agiles, et moi, je me base sur la plus connue d'entre elles, la plus utilisée, qui est l'approche Scrum. Là, en fait, vous avez non pas un projet qui est découpé en lots, mais en fait, l'équipe projet, la project team, elle va exécuter des sprints, c'est-à-dire des itérations de temps en général entre 15 jours à 30 jours, à un mois. Et en fait, dans ce sprint, cette itération de temps très réduite, le développement va se faire uniquement sur une portion très réduite du logiciel. Pour définir cette portion très réduite, on a ce qu'on appelle le product backlog qui va représenter à quoi ressemblera le produit final à un instant T. Ce product backlog, c'est vraiment une vision à un instant T. Il va évoluer tout au long du cycle de vie du projet d'une part et après de la solution. Donc en fait, on ne peut pas dire le product backlog, c'est tout le logiciel parce qu'en fait, par définition, un product backlog, il est dynamique et il va évoluer. Chacun peut aller ajouter sa fonctionnalité, son exigence, que ce soit le client, le développeur, le business analyst, peu importe, parce qu'à un moment donné, il dit « Ah bah tiens, ça serait bien de faire cette fonctionnalité, ça serait bien de rajouter cette exigence non fonctionnelle supplémentaire. » Parce qu'on se rend compte que le client, l'utilisateur, il sera plus content, plus satisfait si on rajoute telle ou telle chose. Et à contrario, on peut aussi enlever des choses qui, au fur et à mesure, on se rend compte que ce n'est pas utile. Donc ça, c'est le product backlog qui est découpé en tout petits morceaux qu'on appelle des sprint backlog. Donc là, c'est de la gestion sur 15 jours à 30 jours en général. Et ces sprints-là, de 15 jours à 30 jours, ils ont eux-mêmes en fait, un cycle d'activités, toujours les mêmes. D'abord, on découvre ce qu'il y a dans le sprint. Ensuite, on va le concevoir fonctionnellement et techniquement ce qu'il y aura dans le sprint. On va le développer, on va le tester et après, on recommence de manière itérative pendant ce sprint jusqu'à arriver à réaliser en fait ce qui était prévu dans le sprint. Et après, il y a plusieurs cérémonies dans Scrum où on va faire une sprint review, on va voir où est-ce qu'on en est, est-ce qu'on en est à 70% de couverture de ce qui était prévu, des items ou pas, ou 100% ou moins. Et là, en fait, on va réfléchir au prochain sprint et progressivement, en fait, on va faire progresser le projet et le logiciel, en fait, de manière générale, pour, au final, satisfaire l'utilisateur avec quelque chose de toujours très agile, très dynamique. Donc là, bien entendu, si on parle de conception fonctionnelle, vous comprenez que c'est déjà beaucoup plus complexe. C'est pas en un seul bloc comme en cycle en V ou en cascade où la conception fonctionnelle, c'est à un moment précis du projet et c'est tout. Là, c'est beaucoup plus, on va dire, réparti sur l'ensemble du cycle de vie de la solution. Donc ça, c'est vraiment les modèles de gestion de projet. Donc vous voyez, je suis allée très très vite, mais si vous êtes business analyst et que vous devez faire la conception fonctionnelle, bien entendu, il va falloir comprendre sur quel type de projet vous êtes, sur quelle est la gestion de projet qui est utilisée, qui est déployée sur votre projet. Encore une fois, ça peut être de la maintenance également. Alors avant de répondre à la question, donc là c'est vraiment la troisième partie, la réponse à la question, mais finalement, quand commence exactement la conception fonctionnelle, sur laquelle travaille énormément le business analyst, puisque c'est vraiment lui qui est responsable de ça. Qu'est-ce que c'est que la conception fonctionnelle? Alors encore une fois, il y a deux parties, il y a la conception fonctionnelle générale et la conception fonctionnelle détaillée. La conception fonctionnelle générale, vous connaissez le livrable dans les modèles traditionnels ou incrémentaux ou en spirale, ça s'appelle les spécifications fonctionnelles générales. Ça, c'est le livrable de la conception fonctionnelle générale, de cette phase-là. En approche agile, ce qui s'en rapproche le plus, c'est le product backlog. Désolée pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est vraiment des termes à comprendre, à connaître lorsque vous êtes sur les approches agiles. Et d'ailleurs, je le redis souvent, si vous êtes business analyst et que vous débarquez sur un projet agile, vous ne l'avez jamais fait avant, formez-vous à l'approche agile. Ça va vous éviter beaucoup de panique et l'impression de tourner en rond. La conception fonctionnelle détaillée à présent, donc une fois qu'on a fait la conception fonctionnelle générale, c'est-à-dire qu'on a une idée macroscopique des fonctions les plus importantes du logiciel ou du sprint, ou peu importe,
Une fois qu'on a cette compréhension macroscopique, une fois qu'on a priorisé également les fonctionnalités qu'on veut voir dans le logiciel, ainsi que les exigences non fonctionnelles. Donc là, on a une liste de macro-fonctionnalités priorisées par criticité et par urgence. Que ce soit dans les spécifications fonctionnelles générales ou le product backlog, c'est cette vision-là qui fait que ça s'appelle la conception fonctionnelle générale. Là, c'est seulement une fois que ça c'est bon, que c'est clair, qu'on va passer au détail, à la description exhaustive, claire, non ambiguë et consensuelle de ce que vont être chacune de ces fonctionnalités, chacune de ces exigences non fonctionnelles. C'est ce qu'on appelle la conception fonctionnelle détaillée. Dans les projets gérés de manière traditionnelle, cycle en V en cascade, mais même incrémental itératif hors approche agile, on appelle ça les spécifications fonctionnelles détaillées. Dedans, on inclut également d'autres documents qu'on appelle le glossaire, les règles métiers, tout ce qui est modélisation, tout ce qui est maquette, prototype, également font partie des spécifications fonctionnelles détaillées. Si vous êtes en approche agile, la conception fonctionnelle détaillée, ça sera tout simplement au travers des user stories. Les user stories vont être affinées avec ce qu'on appelle les critères d'acceptance et vous aurez également modélisation, maquette, règles métiers, tout ce qui fera que pour l'équipe projet et le développeur, ça leur permettra de coder de manière la plus fine possible sans se poser trop de questions. Agile ne veut pas dire pas de documentation. Ça veut juste dire que vous n'avez pas un énorme pavé comme on a l'habitude en cycle en V en cascade qui s'appelle les spécifications fonctionnelles détaillées où on décrit tout de A à Z, mais ça veut quand même dire en agilité que vous aurez potentiellement des prototypes, de la modélisation et des règles métiers bien entendu, sauf que c'est beaucoup moins formalisé. Voilà, donc ça c'est ça la conception fonctionnelle. Et donc quand est-ce que ça commence ? Si vous avez suivi tout ce que je vous ai expliqué sur la gestion de projet et donc très rapidement les différentes gestions de projet qui existent, vous vous rendez compte qu'on ne peut pas répondre pour tous les modes de gestion de projet de la même manière. Alors je vais reprendre chacun ces 4 modèles principaux et je vais vous donner ma réponse. Alors tout d'abord, le cycle en V en cascade, donc ce qu'on appelle les modèles traditionnels. Donc souvenez-vous, c'est des étapes qui se suivent les unes après les autres avec pas de retour arrière. Là, la conception fonctionnelle, générale et détaillée, elle est faite d'un seul bloc et sur l'intégralité de la solution cible. Ça dure longtemps forcément parce qu'on va devoir décrire dans le détail toute la solution cible, tout le logiciel, tout le système d'information. Donc forcément, ça nécessite beaucoup de temps et beaucoup d'énergie pour conceptualiser quelque chose qui n'existe pas encore. Et il va falloir le faire de manière exhaustive et intégrale. Donc, évidemment, pour le faire, la phase précédente, c'est quoi ? C'est d'avoir recueilli tous les besoins métiers, tous eux également, exhaustivement. Et il va falloir également les analyser tous et les prioriser tous. Donc, vous voyez, avant de commencer la conception fonctionnelle dans ces cycles en V et en cascade, il va falloir au préalable avoir tout recueilli, tout analysé, tout priorisé. Sachant que cette phase de recueil et d'analyse des besoins, elle-même, elle a été réalisée après l'étude de faisabilité, l'initialisation, la gouvernance, la compréhension de la vision stratégique de tout le projet. Donc ça, c'est pour la réponse liée au projet géré de manière en cycle en V et en cascade. Après, admettons que vous êtes business analyst sur un projet ou un projet, alors c'est vrai que je parle de projet, mais en maintenance évolutive et corrective, c'est pareil. C'est-à-dire que si vous êtes tout simplement en cycle en V, ou en cascade, peu importe, vous allez avoir un besoin métier qui va être, par exemple, propulsé par un utilisateur. Et vous allez devoir analyser de A à Z son besoin métier, intégralement. Ça peut être plus ou moins court ou plus ou moins long. Il y a des besoins métiers qui sont juste une petite évolution très mineure, mais d'autres qui peuvent être beaucoup plus conséquents. Pareil pour les corrections de bugs. Alors maintenant, deuxième modèle, le modèle incrémental, le modèle de gestion incrémentale. Donc là, si vous vous souvenez, le projet il est découpé en lots, en incréments en fait, en petites parties. Donc on a une première phase qui est commune à tout le monde, qui est l'étude de faisabilité, l'initialisation, la gouvernance, la vision stratégique. Ça, c'est commun à tous les lots. Et une fois que ça c'est fait, on a des mini-projets à l'intérieur, mini-projets en cascade mini-projets en cascade. Sauf que c'est itératif. Donc chaque morceau, chaque incrément, chaque lot, c'est pareil, c'est les mêmes termes. Il commence par l'identification, la priorisation et l'analyse des besoins métiers.
mais qui correspondent uniquement au lot en particulier. Donc le périmètre fonctionnel, il est beaucoup plus restreint. C'est pas tout le projet, c'est pas toute la solution, c'est juste ce lot en question. Ce qui fait que la conception fonctionnelle qui va suivre cette analyse de besoin, eh bien, elle va ne concerner que forcément cet incrément, ce lot. Et ça va satisfaire uniquement ces besoins métiers précis. Alors là, vous aurez des itérations, vous vous souvenez, on peut revenir en arrière. Si on constate qu'il y a des trous dans la raquette, on peut revenir sur des analyses. Si on constate que la conception fonctionnelle, eh ben, elle ne peut pas être faite parce qu'il manque des compréhensions de besoins métiers et de manière identique pour le développement. Également, il faut se dire que chaque lot est le plus indépendant possible des autres, mais pas tout le temps. Donc, parfois, quand vous avez des passerelles, des liens entre chaque incrément, eh ben, il faut se dire que les autres incréments, ils n'ont pas le planning que vous. Pas forcément, ils ne sont pas forcément en parallèle. Parfois, ils sont décalés. Donc, peut-être que vous aurez commencé votre conception fonctionnelle, mais que ça n'aura pas commencé sur un lot qui pourtant fait que vous avez une interdépendance. Et donc, vous, plus tard, vous allez devoir planifier une itération, donc une boucle sur votre conception fonctionnelle pour la recommencer au moment où vous aurez des informations qui auront été faites dans la conception fonctionnelle d'autres incréments qui impactent votre propre incrément, votre propre lot. Donc quand on commence la conception fonctionnelle, là aussi, sur un périmètre beaucoup plus restreint, mais ça peut être itéré plusieurs fois en fonction peut-être des trous dans la raquette que vous aurez constatés sur votre propre incrément, mais également des évolutions au niveau des autres lots qui impacteraient le vôtre. Au niveau de la durée de la conception fonctionnelle, c'est juste un petit point, ça dépend vraiment de la taille du lot. C'est pas parce que le projet est découpé en plein de lots que c'est beaucoup plus court. En fait, ça dépend totalement de la complexité, de la taille du projet. Vous pouvez avoir un lot qui correspond à un projet à part entière en cycle en V en cascade. Ça n'a pas de lien entre les deux. Donc ça, c'est pour le modèle incrémental. Alors, je m'excuse. Ah ouais, vraiment, je m'interromps parce que là, je suis à fond la caisse. Je vais à fond la caisse, mais je m'excuse vraiment pour celles et ceux qui découvrent ce métier et qui sont en train de se prendre la tête en disant « Purée, qu'est-ce que c'est compliqué !» Vous inquiétez pas quand même, parce que de toute manière, quand on commence, en général, on n'est pas formé. Enfin, moi, j'étais absolument pas formée sur la gestion de projet. J'étais juste réactive. C'est-à-dire que mon chef de projet me disait « Tel jour, tu livres telle chose, tel document. » Tel jour tu commences la conception fonctionnelle, enfin tu fais les specs à livrer à tel moment sur tel domaine. Et en fait, quand on commence en tant que business analyst, on n'a pas à se préoccuper de ça parce que c'est le chef de projet qui va faire tout ça en fait, qui va découper son projet avec les différentes phases. Et c'est pas à vous de business analyst de le faire. Mais c'est très important de comprendre parce que sinon vous n'allez pas, par exemple en modèle incrémental, vous n'allez pas réfléchir au fait que vous aurez peut-être fait votre conception fonctionnelle détaillée sur votre incrément, mais vous n'aurez pas réfléchi parce que forcément vous n'aurez pas encore le recul suffisant si vous êtes débutant. Vous n'aurez pas compris que vous allez être impacté par un autre lot qui à un moment donné va vous mettre le bazar dans toutes vos spécifications fonctionnelles. Donc c'est important de comprendre tout ça en fait, parce que même si c'est pas vous qui planifiez, vous allez être impacté et il faut que vous compreniez ça pour pas être en panique, quoi, tout simplement. Après, vous pouvez être chef de projet maîtrise d'ouvrage et donc avoir la casquette chef de projet et en même temps business analyst. Et ça, on peut l'être même en étant débutant. Ça peut arriver sur des petits projets, vous pouvez avoir les deux casquettes. D'où l'importance de vraiment connaître ça pour pas être totalement en train de ramer. Je reviens à mes moutons. Donc là, maintenant, on va parler du modèle en spirale. Alors, quand est-ce que commence la conception fonctionnelle dans un modèle en spirale? Un modèle en spirale, donc c'est une coquille d'escargot qui fait que de manière c'est des cycles en fait qui à la fin nous amènent à livrer et à publier la solution. Au tout début du premier cycle, on va déterminer des objectifs et des contributeurs pour l'itération à venir. Ensuite, on va analyser les risques liés à ces objectifs spécifiques. Ensuite, une fois que vous aurez déterminé les objectifs et analyser les risques, vous allez faire un prototype. Un prototype, ça peut être sur du PowerPoint, un truc très léger. C'est déjà de la conception à ce niveau-là. Donc, le prototype à ce niveau-là, c'est de la conception générale, on va dire. Une fois que vous aurez fait ce prototype, c'est seulement là que vous allez recueillir les besoins. Vous voyez, c'est pas tout à fait dans le même sens. Des besoins de manière macroscopique. Et vous allez ensuite, une fois que vous avez fait ça, faire votre feuille de route au niveau du développement. Une fois que vous aurez fait votre feuille de route pour savoir combien vous allez faire d'itérations de cycles en fait dans ce modèle en spirale,
Est-ce que c'est vraiment très risqué, pas très risqué? Parce qu'en fait, le nombre de cycles dans le modèle en spirale, il dépend du niveau de risque. Si on se rend compte que c'est très risqué, je dis n'importe quoi. Mettons un logiciel qui est c'est de l'embarquer sur des aéronefs. Et ça peut être très risqué parce que si le logiciel est bon, mettons à 97%, mais qu'il y a 3% d'erreur, 3% d'erreur sur un aéronef, ça peut mettre l'aéronef accident, hein, c'est très très grave. Donc gros niveau de risque, et donc là on va peut-être considérer qu'il faut beaucoup de cycles pour être sûr d'avoir un risque zéro quasiment. Par contre, sur des logiciels, je sais pas moi, administratifs, ou des ERP, ou des logiciels comptables, disons, c'est embêtant d'avoir des 3% d'erreur. C'est embêtant, mais c'est pas, le niveau de risque est totalement acceptable, bien entendu. Donc, vous allez déjà réfléchir à ces niveaux de risque pour identifier combien de cycles vous allez faire dans la gestion de projet. Combien de cycles, ça veut dire que vous allez faire plein de fois de la conception fonctionnelle. Ça va recommencer, sauf que la granularité de l'information que vous allez mettre dedans, le périmètre fonctionnel va changer en fonction du cycle. Donc, je reprends ma spirale. Je vous ai dit qu'on commençait le tout premier cycle en déterminant les objectifs, en analysant les risques liés à ces objectifs spécifiques, en faisant un prototype très macroscopique. Ensuite, on va aller creuser le besoin pour ces objectifs qu'on aura compris à ce moment-là. On aura fait une feuille de route pour la suite à venir. Ensuite, on va réaligner les objectifs parce que là, forcément, la progression au niveau du projet aura fait qu'on aura une autre vision. Donc, on va réaligner les objectifs. On va refaire une analyse de risque sur ces nouveaux objectifs. On va refaire un prototype. Donc là encore, on est déjà dans la conception fonctionnelle générale, voire un peu détaillée. Mais suite à ce prototype, on n'aura pas creusé les règles métiers, on fera vraiment un prototype, quoi. Ça peut être même à la limite un prototype purement du design. Ça peut être UX, UI comme on dit, hein, User Experience, User Interface. Suite à ce deuxième prototype, là, on va rentrer dans le détail. C'est là qu'on va faire de manière plus détaillée. Alors déjà, la conception fonctionnelle générale, mais cette fois-ci de manière beaucoup plus pragmatique, pratique. On va faire une proposition de conception fonctionnelle générale et on va la faire valider. Une fois que c'est fait, on va passer à une phase d'intégration et de test. Vous voyez, on n'a pas commencé le développement à ce niveau-là. C'est vraiment le fameux modèle en spirale qui fait qu'on réitère plusieurs fois certaines activités jusqu'à être sûr avant d'entamer le développement. Donc là, on va faire un plan d'intégration et de test. Donc c'est encore une feuille de route, c'est vraiment de la gestion de projet. On va réaligner les objectifs parce que forcément, en fonction des retours sur les prototypes, la conception fonctionnelle et la validation, il y aura eu des choses qui vont bouger. On va refaire donc cette analyse de risque. On va cette fois-ci faire un prototype opérationnel. Donc cette fois-ci vraiment opérationnel, mais on n'aura pas encore fait la conception fonctionnelle détaillée. C'est suite à ce prototype opérationnel que là, on va faire la conception fonctionnelle détaillée. Et une fois que c'est fait, on va passer au développement. Vous voyez, ça ne vient que maintenant, au développement et au test, et ensuite au go live. Donc là, c'est vrai que ça peut sembler très compliqué. Les modèles en spirale, franchement, il n'y en a pas énormément. En tout cas, j'en ai pas rencontré beaucoup dans ma carrière. Mais il faut savoir que ça existe pour répondre à la question. Parce qu'en fonction de si vous êtes sur ce type de modèle en spirale, parce que c'est un haut niveau de risque, eh bien, vous aurez l'impression de faire constamment en fait, de la conception fonctionnelle. Parfois, ce sera du prototypage, parfois, ce sera conception fonctionnelle générale, mais très macroscopique. Parfois, vous allez plus dans le détail, mais ce ne sera pas encore de la conception fonctionnelle détaillée parce que vous ne serez pas allé dans les règles métiers, dans le glossaire, dans des trucs très fins comme ça. Donc, vous voyez, pour ce modèle de gestion de projet, c'est encore très spécifique. Si vous êtes cette fois-ci business analyst sur un projet agile ou même en maintenance évolutive et corrective, mais vous travaillez de manière agile sur du Scrum, par exemple, une équipe Scrum. Alors là, évidemment, vous allez commencer en agile, vous n'allez pas être en agile tout de suite. En réalité, au début, vous commencez toujours avec la phase étude d'opportunité, de faisabilité, l'initialisation, la gouvernance, la compréhension de la vision stratégique. Vous n'êtes pas encore en agile. Après, une fois que ça c'est fait, vous allez faire le product backlog, il va être initialisé avec des user stories. Je suis désolée pour celles et ceux qui ne connaissent pas. C'est du vocabulaire très spécifique Scrum et approche agile de manière générale. Donc je ne peux pas le détailler là aujourd'hui. Mais en gros, c'est une sorte de conception fonctionnelle générale, le product backlog. Mais sauf que c'est évolutif en fait, tout au long du cycle de vie de la solution. Et en plus, le product backlog, il est composé de quoi? De user stories, donc d'histoires utilisateurs
qui sont de la conception fonctionnelle détaillée. Donc en fait, on a un mélange déjà entre conception fonctionnelle générale et conception fonctionnelle détaillée, sauf qu'à ce stade-là, dans le product backlog, c'est une sorte de premier jet, on va dire. On n'est pas dans une conception fonctionnelle détaillée, vraiment détaillée, on n'est pas allé dans le détail des règles métiers, on n'est pas allé dans les critères d'acceptance qui sont beaucoup plus fins, mais c'est un petit peu entre les deux, quoi. Et après, une fois que vous avez cette vision à un instant T du logiciel cible, je dis bien un instant T puisque c'est évolutif, vous allez décider, l'équipe projet va décider ce qu'ils vont commencer à développer. C'est ce qu'on appelle des sprints, ces fameuses itérations de temps de 15 jours à 30 jours en général. Et dans ce sprint, il y a aussi ce qu'on appelle le sprint backlog, c'est-à-dire que va développer l'équipe technique pendant ces 15 à 30 jours. Quels sont les user stories, les items qui vont être développés. Et évidemment, avant de les développer, il faut concevoir. Donc les sprints, ils sont tout le temps en fait sur le même, il y a 4 étapes principales. On découvre le contenu du sprint, mais que pour le sprint. Vous n'allez pas aller chercher à faire la conception fonctionnelle et la compréhension des besoins métiers d'autre chose que de ce qui est prévu dans le sprint. Donc c'est très restreint sur ce périmètre. Donc ça peut être quelques fonctionnalités, quelques items. Après, vous allez concevoir de manière fonctionnelle et technique. Et après, vous allez le développer et le tester. Tout ça en un temps très réduit. 15 à 30 jours, vous voyez, en général. Donc, vous voyez, pour découvrir les besoins et les concevoir de manière fonctionnelle, le temps est très limité. Et le problème, c'est que souvent, l'équipe de développeurs, ils piaffent d'impatience parce qu'ils veulent eux aussi commencer leur travail. C'est souvent là qu'il y a des problèmes sur les approches agiles et c'est souvent là que c'est personnalisé en fonction de l'entité, de l'organisation. Certaines organisations commencent la phase de découverte et de conception fonctionnelle du sprint suivant et non pas sur le sprint en cours. D'autres commencent dans le même sprint tout et là, en général, c'est un peu panique à bord pour le business analyst parce qu'il doit faire de l'élicitation très très rapidement, comprendre les règles métiers très très rapidement, faire ses user stories. Écrire une user story, ça peut être fait très vite. L'écrire juste, mais recueillir les informations qui vont permettre cette conception fonctionnelle détaillée, c'est ça qui prend du temps. Donc, quand on commence la conception fonctionnelle détaillée, conception fonctionnelle sur les approches agiles, vous voyez que c'est beaucoup plus complexe parce que c'est lié au product backlog qui évolue, c'est lié au sprint. Chaque manière de gérer le sprint est différente d'un projet à un autre ou d'une équipe à une autre. Donc, oui, ça commence après l'étape de découverte des besoins, de recueil des besoins et de conception fonctionnelle du coup générale dans le product backlog. Mais en réalité, ce qui change, c'est le périmètre et la feuille de route. Il est 13h, donc j'ai pris beaucoup de temps, mais je sais que c'est important parce que beaucoup, vous êtes très nombreux à vous poser cette question qu'Étienne a posée. Donc je pense que ça nécessite vraiment de passer un peu de temps. Ce que je voudrais que vous reteniez, c'est que si les étapes sont toujours les mêmes, c'est-à-dire étude de besoins, donc compréhension des besoins métiers, donc je parle du mode projet, puis conception fonctionnelle, puis conception d'architecture, puis conception technique, puis développement, puis test, etc. Même si ces étapes-là, elles restent toujours les mêmes, en réalité, ça dépend, leur agencement et leur timing va dépendre de la gestion de projet. Parce que la conception fonctionnelle, vous l'avez compris, n'a pas toujours lieu d'un seul tenant, comme un cycle en V où on fait tout d'un coup, pour le périmètre donc total de la solution. Dans certaines gestions de projet comme le modèle en spirale, eh bien c'est précédé d'étapes comme l'analyse de risque et le prototype avant même de faire la conception fonctionnelle. Et puis, eh bien, parfois, la conception fonctionnelle générale et détaillée se chevauche dans le cas du product backlog des approches agiles. La granularité n'est pas toujours la même, mais ça se chevauche plus ou moins, puisqu'un product backlog est composé de user stories et que user stories, c'est déjà la conception fonctionnelle détaillée. Et puis, dans d'autres modèles de gestion de projet, eh bien, la conception fonctionnelle, elle va être interconnectée avec d'autres conceptions fonctionnelles, d'autres incréments, d'autres lots qui vont perturber votre propre conception fonctionnelle que vous allez donc devoir refaire, tout simplement parce que vous allez être perturbé par ce qui aura été réalisé dans d'autres lots, d'autres incréments. Donc, la conclusion, c'est qu'il faut vraiment, pour un business analyst, bien comprendre les enjeux de la planification de son projet ou même en phase de maintenance, vous l'avez compris, pour savoir quand commence sa phase de conception fonctionnelle, quel va être le périmètre
que vous allez couvrir le périmètre fonctionnel, tout ou juste une petite partie, ou alors une partie mais qui va être impactée par d'autres incréments, ou alors vous allez devoir la refaire plusieurs fois parce que c'est des sprints, etc., etc. Ça va vous permettre aussi d'imaginer à peu près combien de temps vous allez passer du temps dessus, le temps que ça va durer, et puis de comprendre les éléments prérequis nécessaires dont vous aurez besoin pour la commencer, la mener à bien. Voilà, donc c'était super dense, je m'excuse, c'était très complexe. J'espère que c'est clair pour vous. Je vais regarder un petit peu s'il y a eu des questions. Je vois pas de questions. Donc a priori, soit j'ai été claire, j'espère. N'hésitez pas à me dire si j'ai été claire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser soit dans le fil de ce chat pour que je regarde plus tard. Et encore mieux, vous m'envoyez un email à alice@bestofbusinessanalyst.fr pour que j'ai des sujets de live et que je puisse vous répondre et que ça puisse servir à tout le monde. Comme il n'y a pas de questions, je vais vous remercier d'avoir participé à ce direct, pour celles et ceux qui étaient là. N'oubliez pas encore une fois de le liker et de partager si ça vous a plu. Je vous dis à bientôt et puis bonne journée à toutes et tous. Salut tout le monde, à bientôt.